Ouin, 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 ouin. Mais cette année, j'ai décidé de passer au-delà de mes peurs littéraires et de marie-toi dans ta rue, blablabla. Et plus je vous en parle, plus je me dis qu'il faudrait peut-être que je le finisse. Et c'est là, je pense, où j'ai commis une erreur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mai et j'ai l'impression que cette année on est un peu en dents de scie. Un mois extraordinaire, comme le mois dernier, et un mois vraiment pas top, comme ce mois-ci. Aujourd'hui, on parle de plusieurs livres que je n'ai pas tellement appréciés et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. D'abord, j'ai lu, ou plutôt j'ai arrêté la lecture d'Au-delà de la frontière de Gentali Shri, qui est une indienne qui fait du réalisme magique. Parce que je me suis rendu compte au bout de 300 pages de lecture que je n'arrivais pas à me plonger dans l'histoire, parce que je n'avais pas envie de retourner vers ce livre. C'est simple, à chaque fois que je devais aller le lire, je le sentais comme une obligation. J'avais envie de comprendre ce qui se passait, de savoir quels étaient les thèmes abordés et comment allait évoluer la situation, mais malheureusement, le réalisme magique m'a vraiment mis à distance et a créé une espèce de rupture dans le texte. Ici, nous suivons Amma. C'est une octogénaire indienne, mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Le garçon est l'aîné, la fille le suit. Un peu révolutionnaire, elle voyage à travers le monde, journaliste, elle écrit des textes féministes, tandis que son fils est vraiment dans l'homme indien stéréotypé qui prend soin de sa famille, qui a remplacé son père à la tête du foyer lorsque celui-ci est décédé. Fonctionnaire, on va ici avoir une vraie critique de la société indienne, pas nécessairement au terme de critique négative, mais vraiment une critique dans le sens d'observation. Évidemment, il y a aussi beaucoup de reproches qui sont faits, mais étant extérieur à la situation, je l'ai plus vu comme comment apprendre sur ce territoire que je trouve beau, riche et intéressant, mais dont je ne connais pas les méandres et les petits secrets et l'histoire quotidienne. J'ai trouvé qu'il y avait notamment, évidemment, cette exploration du terme de frontières physiques et de ce que l'on se permet d'être ou pas. La mère, qui nous donne son dos pendant toute la première partie du livre, va finalement réussir un jour à sortir et à faire face au soleil. Ce soleil, cet astre chaud et lumineux qui lui redonne vie et dans lequel elle reprend possession de son corps presque à la manière d'une adolescente. Cette partie, je l'ai trouvée absolument fantastique, mais j'ai trouvé que ça a un peu glissé et que ça a ralenti et du coup, je n'ai pas réussi à reprendre le livre après ça. En revanche, vous y trouverez beaucoup de thèmes autour de la corruption, du lien avec la nature, des liens filiaux et de la sexualité. Et c'est la partie que j'attendais le plus, mais à propos de laquelle je n'ai pas réussi à avancer, c'est-à-dire c'est la 3e partie où la sexualité de la mère va se révéler être bien différente de ceux dans laquelle elle a grandi. C'est un texte qui est riche de références culturelles autour de l'Inde. Si vous êtes amateur d'art, je pense que sans acheter le livre s'il ne vous intéresse pas, allez piocher les références aux auteurs, aux artistes, aux poètes et aux hommes politiques qui sont présentés ici peut être fabuleux. Une chose que j'ai adorée dans ce livre, et plus je vous en parle, plus je me dis qu'il faudrait peut-être que je le finisse, c'est ce parallèle qui est dressé entre l'unité familiale et l'unité nationale. Comment est-ce qu'une nation, avec ses coutumes, son histoire et toutes ses cultures et ses classes sociales, s'imprègne dans la famille? Comment la famille représente la société et comment les deux interagissent. Au même titre que la nation, la famille a besoin d'unité. Elle a besoin d'apprendre à vivre ensemble et c'est en quoi cette unité familiale, ce noyau, permet aux gens d'apprendre à vivre en société, d'échanger et d'aimer des gens qui sont différents de ce que nous sommes. Donc les idées qui sont développées sont très intéressantes, mais la façon dont elles sont adressées m'a un peu moins touchée et à partir du moment où j'ai atteint la page 300 quelque chose, je n'ai pas pu reprendre le livre. J'avais besoin de passer à autre chose, et c'est ce que j'ai fait. Dans Les Soleils des Indépendances, Amadou Kourouma, un auteur ivoirien qui écrit entre les années 60 et 80, avec une plume simple mais subtile de métaphore, nous propose, à la façon de La Fontaine, une fable sur les décolonisations et leurs conséquences sur les... Ce livre s'ouvre sur la vie de Fama, un malinké musulman qui a dû fuir son village suite à la colonisation car il a perdu ses privilèges de prince et qui s'est retrouvé en ville dans la capitale. Cette capitale qui apparaît comme corrompue mais un peu plus saine que le village où il doit retourner pour aller enterrer son cousin Lassina. En arrivant au village, on va le voir couvrir de piqûres, de moustiques, d'insectes et de vers qui vont lui rentrer sous la peau les vers de Cailleur. J'ai trouvé que cette histoire, sans trop vous en dire, apporte une image
critique des décolonisations, mais il y a aussi la question qui est abordée en tout début du récit dans la première partie, celle de la place des femmes dans la culture malinké, ici avec la femme de Fama, qui s'appelle Salimata, qui va vivre une opération dont vous pouvez tous imaginer le nom, affreuse, qui vise à ôter le plaisir des femmes lors des rapports sexuels. J'ai trouvé que la façon dont Kuruma écrit cette violence et le traumatisme et critique les pratiques mises en place était absolument incroyable. J'avais l'impression de lire du Maria Maba. On aurait pu croire que c'était écrit par une femme. Ensuite, on va explorer la question de la corruption dans ces indépendances. Cette question des rapports de force, de la militarisation, des coups d'État, mais toujours au travers d'un seul personnage, et c'est là où il va falloir faire preuve de beaucoup d'attention pour comprendre tous les petits œufs qu'a caché Amadou Kuruma et que vous devez aller chercher avec votre panier pour essayer de construire cette réflexion autour des décolonisations magistrales. Puis, comme j'étais dans cette période historique, je me suis dit que j'avais dans ma bibliothèque Leurs yeux regardaient Dieu de Zora Neale Hurston, une américaine qui a vécu de la fin du 19e au début du 20e. Elle faisait partie des citoyens de la première ville américaine libre dans le sud des États-Unis suite à la guerre de sécession. Et le livre s'est ouvert sur 2 paragraphes que je trouve absolument magnifiques et parfaits, et au cours desquels je me suis dit que la lecture allait être fantastique. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très beau, de subtilité, dans la retranscription du langage, puisqu'on suit ici d'anciens esclaves qui sont maintenant libres, c'est la génération d'après, donc leurs parents étaient esclaves, eux sont libres, qui ont cet accent du Sud qui est retranscrit par Zora d'une façon absolument géniale, qui a rendu la lecture un peu plus difficile, parce qu'il fallait que je déchiffre, par exemple, au lieu d'écrire I, I, elle écrit A, A-H, A, pour la prononciation qui va bien, et c'est comme ça avec beaucoup de mots, ce qui complexifie la lecture, mais qui nous force à ralentir. Ce ralentissement m'a beaucoup intriguée, puisque j'étais forcée d'être ultra concentrée pendant la lecture, et j'étais très intriguée par le premier chapitre qui m'a absolument convaincue, dans lequel on nous présente une femme d'une quarantaine d'années absolument magnifique, qui est donc une femme noire, qui a de longs cheveux bruns, dont elle est très fière, et qui revient. Et les gens du village la jugent, on ne sait pas pourquoi, on sent une espèce de rapport de domination entre ces personnes et elle, mais on sent aussi la présence des anciens maîtres, des anciens esclavagistes, sans qu'ils ne soient vraiment cités. On les appelle bossman, mais c'est tout, et ils sont cités de façon très légère, aérienne. On sent qu'ils sont là, mais on est vraiment dans une vie après, et rappelons qu'à cette époque, de toute façon, c'était la ségrégation. Bref, donc on suit cette femme et elle nous annonce que T-Cake ne reviendra pas. Alors là, beaucoup de questions. Qui est T-Cake? Pourquoi est-ce qu'il ne reviendra pas? Qui est cette femme? Pourquoi des rapports de domination? Que se passe-t-il? J'ai continué la lecture et je l'ai adorée jusqu'à un moment qui, pour moi, a signé la fin du réalisme de ce livre. Et c'est là où je vois que je suis une femme de mon époque, car il y a certains sujets qui m'empêchent d'apprécier un livre ou d'y trouver une certaine véracité, et j'ai trouvé ça très intéressant pour moi-même. Ce livre que je pensais être l'évolution de cette femme et de ses réflexions, je l'ai trouvé finalement un peu superficiel dans ce qu'il nous apporte, parce que toutes les évolutions de cette femme dépendent à 100% d'un homme, et de ce qu'il va lui permettre de faire, de ce qu'il va l'autoriser à faire, et de ce qu'il va la forcer à faire. C'est assez intéressant la façon dont l'auteur montre la soumission ou l'épanouissement de cette femme à travers ses cheveux, donc qui sont couverts, attachés ou découverts joyeux au vent. Il y a beaucoup de discours autour de son corps, de sa beauté, et on aborde énormément de sujets sur le racisme, évidemment, entre personnes noires, mais surtout sur le colorisme. Si vous ne savez pas ce qu'est le colorisme, c'est cette pratique qui vise à classifier les gens en fonction de leur couleur de peau et à dire qu'une personne qui est noire très foncée vaudrait moins qu'une personne qui se rapproche de la couleur blanche. Absurdité aujourd'hui, évidemment, mais qui était très présente à l'époque et qui était
internalisé. On le voit dans le personnage de Mrs. Turner, qui est clairement une femme qui a été métissée plusieurs fois, qui est très blanche de peau, mais parce que la loi de Jim Crow, enfin les lois de Jim Crow existent, c'est notamment la loi du One Drop Rule, donc une goutte de sang, la règle des une goutte de sang. Si vous avez une goutte de sang noire dans votre patrimoine génétique, vous êtes une personne noire. On rentre dans des considérations qui sont absolument dégoûtante, on est tous d'accord là-dessus. Quand je lisais cette Mrs. Turner, je me disais que je ne pouvais que comprendre sa frustration. C'est-à-dire qu'elle ressemble à une personne blanche, elle pourrait en avoir tous les avantages, mais par cette loi, elle se sent obligée, c'est pas qu'elle se sent, c'est qu'elle est obligée d'être soumise à des conditions de vie qui sont pas celles qui donnent envie, hein, clairement, qui sont celles d'une pauvreté, qui vous empêchent l'accès à l'éducation, notamment, ou à des lieux de pouvoir. Au lieu d'être énervée contre le système, elle va s'énerver contre les personnes noires qui l'entourent, qu'elle trouve trop bruyantes, trop rigolantes, trop dansantes. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup questionnée. J'ai trouvé qu'il était très bien construit, très subtil et absolument fantastique dans ce récit qui apporte une discussion sur la couleur tout en conservant cette ségrégation qui est présente à l'époque. Si ce personnage est bien construit, j'ai trouvé que notre personnage principal manquait parfois de profondeur, ce qui est quand même dommage puisqu'on la suit de son enfance jusqu'à sa quarantaine. En revanche, beaucoup de sujets sont abordés qui sont aujourd'hui, je trouve, dans des livres qui parlent de cette période, qui sont réécrits, effacés. Notamment la violence des hommes envers leurs femmes, parce qu'il faudrait que ces personnages soient parfaits, qu'ils ne soient pas touchés par la misogynie, par le sexisme et par toutes ces règles qui prévalaient à l'époque et qui faisaient foi, qui n'étaient pas questionnées. Dans ce livre, vous aurez de la violence et elle sera célébrée. Un homme qui frappe sa femme est un homme fort, est un homme qui possède et est un homme viril. C'est un homme bon. Mais non seulement il sera encensé par ses pairs, mais sa femme qui le respectera ou qui l'enverra valser si elle en a envie, notamment si elle est noire. Mais une femme qui est plus claire de peau sera vue comme soumise, plus aimante, et un vrai bijou, car on peut lui taper sur la gueule. Et c'est là où j'ai senti que mon petit côté femme du 21e siècle ne croyait plus tellement à ces histoires d'amour, et c'est là, je pense, où j'ai commis une erreur. Puisque peut-être qu'aujourd'hui, ça me paraît absolument normal de me dire que quelqu'un qui me frappe n'est pas quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me violente ou qui m'insulte n'est pas quelqu'un qui m'aime, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Et dans certaines parties du monde, ça n'est pas le cas. Et en ça, même si je n'ai pas apprécié la lecture et que du coup la fin n'a pas tapé sur mon cœur comme ça a été le cas pour certaines personnes, j'ai trouvé que l'apport de cette lecture était fantastique en ce qu'il me rappelle quels sont mes biais et auxquels je dois faire attention, car quand je lis un livre, je ne dois pas uniquement le lire pour l'apprécier, mais aussi pour comprendre une époque, comprendre une histoire, comprendre une vision du monde et être prête, et être prête à recevoir une vision différente de ce monde et à essayer de comprendre ce qui se passait à l'époque. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vient en deuxième partie. Ou en troisième, peut-être que j'ai le droit de ressentir d'abord, d'être totalement effaré par la situation, puis, comme je le fais aujourd'hui avec vous, de me poser et de me dire pourquoi est-ce que ça me dérange? Et est-ce que la raison pour laquelle ça me dérange est que j'ai entendu que c'était mal, ou est-ce que je le sens en moi? Est-ce que ça me paraît ok, pas ok? Et probablement d'aller explorer ces questionnements dans d'autres lectures. J'en ai profité pour continuer à lire certains livres que j'avais achetés lorsque j'avais visité la Louisiane, et notamment l'histoire des Arcadiens et des Arcadiennes. Donc ce sont des Français qui ont émigré au Canada et qui ont subi plusieurs migrations sur la côte américaine, qui ont été traités presque comme des esclaves parfois, presque, qui ont été renvoyés en Bretagne, qui sont revenus aux États-Unis, qui ont travaillé aux côtés des esclaves, mais à la fois ils avaient une situation un peu différente. Ils sont aujourd'hui un peuple qu'on appelle Cajun, qui habite en Louisiane,
sur les anciennes terres de l'esclavagisme au niveau de la canne à sucre, du maïs, du coton, etc. et qui parle toujours français. Et j'avais acheté ce livre parce qu'il était écrit en français aux États-Unis, ce que je trouvais incroyable, et que ce sont des gens qui se battent aujourd'hui pour ramener le français dans les écoles, ramener la culture francophone américaine en Louisiane. J'ai trouvé le livre très bien écrit, c'est un petit livre d'histoire qui est utilisé, je pense, dans les écoles justement pour les Cajuns. Et j'ai trouvé ça fascinant d'en apprendre un peu plus justement sur ces diasporas françaises qui aujourd'hui promeuvent encore une langue qui paraît être inutilisable aux États-Unis. J'ai également lu Emma et je n'arrive pas à articuler ma pensée autour de ce livre. J'ai été extrêmement déçue. Je n'en garde pas grand-chose. Pour moi, je l'ai qualifié de roman de l'adolescence. On a une jeune fille qui est immature et qui, franchement, je trouve, reste immature avec une petite fulgurance à la fin grâce à Monsieur Knightley, quand même, qui essaye depuis tout le début du livre de lui expliquer qu'elle manque d'empathie, qu'elle est irréaliste, qu'elle va mettre son amie dans l'embarras, et elle ne veut pas le comprendre, elle est têtue, elle est désinvolte, elle force la main et elle provoque énormément de douleur autour d'elle. Et ce n'est pas pour la critiquer, car j'ai été pareil, nous avons tous été adolescents, nous avons tous commis des erreurs, mais j'ai eu du mal à voir ce qui vous émeuvait dans le personnage d'Emma, donc n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire. J'ai trouvé que le personnage de Monsieur Knightley était beaucoup plus intéressant et j'aurais aimé qu'il soit plus creusé, mais surtout, ce qui m'a touchée et qui m'a ennuyée au possible, c'est la fadeur de la société anglaise qui est basée uniquement sur une société d'apparat, refaire son intérieur, de connaissances, connaître un tel ou un tel, et de caste. La société anglaise est classée par la quantité d'argent que vous avez. La façon dont Emma s'adresse à un des personnages à un moment, j'avais envie d'être sa mère, de rentrer et de lui mettre une sacrée correction. Quelle indignité de s'adresser comme ça à des gens avec une suffisance et un côté hautain absolument, mais détestable, alors même qu'elle considère que cette personne est suffisante pour son ami. Mais je n'ai pas réussi, là vraiment, ces personnages, et c'est peut-être le fait de lire Jane Austen back to back to back, peut-être, mais vraiment, non. Impossible de m'attacher à des personnages aussi méchants, à part Knightley. Impossible de faire preuve d'empathie avec une femme qui en manque autant. Je n'ai pas vu la romance. Enfin, je l'ai vue, je l'attendais depuis la page 2, je pense. Mais c'est peut-être le livre le plus proche de la réalité de l'époque, à savoir, on se marie dans sa rue, avec quelqu'un potentiellement un petit peu au-dessus de nous pour gagner en statut social, on change son intérieur tous les ans pour montrer qu'on a de l'argent, on a une maison à Bath, on va à Londres, on met nos enfants avec des tuteurs, et puis voilà. Tout ça pour dire que Emma, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Vous parlez de la série que j'ai finie, donc je lisais The Gilded One de Namina Forna. J'ai beaucoup aimé le premier tome, mais quand je l'avais lu la première fois, je m'étais dit, franchement, il se suffit en lui-même. Mais, allez savoir pourquoi, je me suis quand même dit, je vais acheter les 2 autres tomes parce que j'ai envie de lire la série. Bref. Donc, le mois dernier, je vous avais fait un résumé, je vous avais dit que j'avais bien aimé la relecture, qu'il y avait des thèmes intéressants qui étaient abordés sur notamment le traumatisme et comment il est géré et comment est-ce qu'on crée une famille autour de nous avec des vrais amis. Et franchement, merci pour des représentations d'amour saines, des couples sains, ça fait plaisir. Enfin, moi, j'adore, hein, parce que vraiment, les couples affreux qui se tapent sur la gueule, machin, pas mon délire. Bref, et donc là, j'ai lu le tome 2. J'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré le tome 2. J'étais à fond. Il y a un moment où c'était vraiment, mais horrible. Et d'ailleurs, je vous en ai fait un short sur Instagram où je suis mais répugnée de ce qui se passe, mais j'ai trouvé que ça allait parfaitement avec l'histoire. Il y a vraiment un retournement de situation, le monde devient plus grand, on a plus d'enjeux aussi sur qui sont ces déesses que nous suivons. Il va y avoir d'autres panthéons qui vont arriver et qui vont nous permettre justement de réfléchir à ces questions sur le bien, sur le mal, sur l'humanité, sur la communauté, qui est-ce qu'on met en avant, qui est asservi et qu'est-ce que ça veut dire. Enfin vraiment, c'est un roman qui est basé initialement sur une société très patriarcale, très anti-femme, même c'est pas patriarcal, c'est anti-femme, misogyne, un peu à la façon de The Handmaid's Tale, avec l'aspect sexuel qui est moins abordé, puisque de toute façon c'est un livre pour jeunes adultes. Et là, en fait,
Au deuxième tome, et surtout au troisième, ça prend vraiment un virage croyance, beaucoup plus religion. Qu'est-ce qu'un panthéon? Qu'est-ce que sont les dieux? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'un bon Dieu? Qui est-ce qu'il faut prêcher? Mais tout ça pour parler finalement de l'évolution qu'un personnage peut avoir, comment il est, comment est-ce qu'il va grandir, se développer, les idées qu'il va former et comment on va moins faire confiance et plus se créer sa propre réflexion et sa vision du monde au fur et à mesure. C'est vraiment un livre que j'ai apprécié de lire, surtout le tome 2, vraiment là je me suis éclatée. Alors le tome 3, pardon, pas du tout aimé, hyper répétitif, mal relu, mal construit. J'avais l'impression qu'il y avait des paragraphes et presque des chapitres entiers qui étaient écrits juste pour arriver aux 420 pages qu'elle a dans tous les livres, et je déteste quand les auteurs font ça, et je ne comprendrai jamais les maisons d'édition qui poussent les auteurs à remplir leurs paragraphes juste pour créer un livre du coup qui va être moyen, qui va être bâclé pour atteindre un certain nombre de pages. Ok, il y a un certain nombre de pages par genre, mais déjà, pourquoi? Qui s'en fiche? Si c'est bien construit, c'est bon, quoi. Et ensuite, ça gâche tellement le plaisir de lecture, et surtout sur un troisième tome, on a juste envie que ça pète, on a envie que ça explose et que tout se passe et que on soit absorbé dans l'histoire, pas d'être en train de se dire ah j'ai déjà lu ça, j'ai déjà cette information, pourquoi est-ce qu'elle nous redit un truc que j'ai déjà lu, quoi. On a lu 2 tomes avant, on connaît l'histoire, on connaît les personnages, il n'y a pas besoin de tout nous rappeler, surtout quand on est 100 pages avant la fin. Voilà. Donc ça, vraiment, ultra déception sur le troisième tome. En revanche, si vous voulez aller jusqu'au deuxième, grand bien vous fasse. Mais vraiment, la fantasy cette année, c'est ma grande découverte. Je suis fan et je comprends beaucoup mieux les gens qui en lisent parce que ça permet tellement à la fois de traiter des sujets actuels, mais en même temps de s'évader dans un monde juste incroyable. Je trouve ça fou. Et pour finir, j'ai réussi à terminer De la liberté de Stuart Mill, un livre de philosophie sur lequel je travaille depuis 1 mois et demi. Je ne suis pas forte du tout en philosophie, je n'ai jamais étudié à part au lycée quand c'était obligatoire. Je trouve que c'est une littérature qui est peu accessible, difficilement compréhensible, et qui me fait extrêmement peur. Mais cette année, j'ai décidé de passer au-delà de mes peurs littéraires et de confronter ces envies et ces peurs, et de me dire, ok, si je n'arrive pas à lire le livre d'une traite, peut-être que c'est parce que ça ne se lit pas d'une traite. D'une traite, ce que j'entends par là, c'est que normalement, j'aime lire mes livres en une fois, et je n'aime pas trop être au milieu de plusieurs livres, même si ça m'arrive de temps en temps. Bref. J'aime lire les livres et prendre le temps d'être immergé dans l'histoire. Mais la philosophie, ça n'est pas une histoire, c'est une réflexion, et c'est une réflexion qui appelle à la réflectivité, qui appelle à la métacognition. Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? C'est ça, la métacognition. Pourquoi est-ce qu'on pense ce que l'on pense? La philosophie, c'est ça. Dans ma compréhension, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, je vais faire comme les gens qui donnent des conseils financiers, je vais écrire en dessous que je suis pas une professionnelle. Dans cet essai, John Stuart Mill, qui écrit dans les années 1850-1860, nous propose de réfléchir à la notion de liberté, et notamment à la notion de liberté en société. Le livre est divisé en 4 parties. Il va parler de la liberté individuelle, il va parler d'un sujet que je trouve absolument important aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité de débattre des idées, d'écouter des gens qui s'opposent à ce que l'on dit et qui vont dans notre sens, et de toujours remettre en question les deux pour essayer d'apporter de la nuance, de prendre en compte des points de vue qui ont parfois été oubliés. C'était grandiose, ça m'a fait un bien au cerveau, j'avais l'impression qu'on massait comme ça mes petits neurones et qu'on les forçait à faire des connexions. Je ne peux que vous recommander de lire ce texte puisqu'il appelle à la réflexion. Bien sûr, il y a des questionnements qui sont un peu passés d'époque ou qui ont pris des formes différentes, mais dans le fond, j'ai trouvé que les conseils donnés étaient plutôt intéressants. Donc, toujours confronter ses opinions, toujours les actualiser, garder un débat vivant, de la liberté que l'on a à être ce que l'on est chez nous, dans notre environnement, tant que cela ne touche pas aux autres, mais qu'à partir du moment où ça touche à la liberté d'autrui, stop, la liberté n'existe plus. Il questionne aussi ce que c'est d'être un homme libre dans une société, quels sont nos droits et nos devoirs, comment les appliquer, quels devoirs on peut demander à la population. Bref, c'est plein de questionnements au-delà du débat qui devraient être implémentés, qui devraient être
mise en place et vécue pour vivre de façon un peu plus harmonieuse et avoir des débats qui sont apaisés. Ne pas se frustrer parce qu'on a entendu un mot qu'on n'aimait pas ou une expression qui nous dérange et essayer de comprendre ce que la personne en face de nous essaye vraiment de nous dire. Bref, j'ai adoré cette lecture. Et vous voyez, quand j'y repense finalement, il n'y a que Babel que j'ai pas aimé, mais je l'ai tellement peu aimé que ça a un peu abîmé toutes mes lectures après. Et là, je suis ravie de vous avoir fait ce point parce que je me rends compte à quel point j'ai passé un bon mois de lecture et j'ai réussi vraiment à dépasser mes biais, à dépasser mes frustrations et aussi à me pousser dans mes retranchements en allant vers la philosophie, quelque chose que j'aimerais faire plus régulièrement. Voilà pour mes lectures de mai, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez lu en barre d'infos. Merci beaucoup pour le mois qu'on vient de passer ensemble. Vraiment, j'ai adoré tourner ces vidéos, les monter, vous les proposer et vous les avez super bien accueillis. Donc c'est super. N'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre du coup, enfin nous tous là, et à vous abonner, à commenter parce que c'est ce que je préfère. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye!